maintenant, bah, écoutez, on va accueillir un ami, un militant, et qui va nous faire un thème sur le titre qu'il a adopté, c'est la gauche est le premier ennemi du peuple français. C'est le thème qu'il va vous développer. Et bien sûr, je vous présente Pierre Cassan, riposte laïque, que tout le monde connaît ici, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient chez nous. Ça prouve qu'il adore la Gironde. Et puis nous, on a plaisir à l'accueillir. Il a fait beaucoup de kilomètres pour venir nous voir. Donc la parole est à toi, Pierre. Et tu es chez toi ici. Merci Yves, merci donc au club Souveraineté et Démocratie. J'avais eu le plaisir de venir ici, je crois qu'il y a 1 an, peut-être 2. C'était une autre puissance invitante, mais c'est toujours un plaisir, quels que soient les patriotes. Quand mon ami Alain m'a appelé en me disant « Serais-tu libre ?» et tout, ma réponse est que je suis toujours libre pour les amis qui défendent la France. Et donc c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'accepter ces invitations. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Il y a 3 semaines, j'étais à Nîmes à l'invitation de la Ligue du Midi, qui mène également un combat de terrain extraordinaire, qui sont les seuls qui sont capables d'occuper la rue, de tenir tête aux gauchistes dans la rue. Et je pense que c'est vraiment des gens qui, quand ils vous invitent, c'est un honneur d'y venir. J'étais présent il y a 15 jours à la fête du cochon, une tradition qui ne plaît pas à tout le monde, la fête du cochon du Parti de la France, qui est une tradition qui met tous les ans près de Rennes à peu près 150 patriotes autour d'une tradition française, même si certains estiment que c'est une tradition raciste, islamophobe, etc., etc. Mais en attendant, les Français sont toujours attachés à leur tradition, et c'est donc un plaisir d'être ici ce jour. Alors, donc j'ai choisi donc comme thème effectivement expliquer en quoi la gauche aujourd'hui est devenue la pire ennemie du peuple français. Je dis bien du peuple français. Alors d'abord, ce jour, ça tombe presque bien, puisque vous allez avoir toute la journée une 50aine de manifestations à l'appel, paraît-il, de la jeunesse de France, en fait 2 ou 3 syndicats avec des présidents qui représentent qu'eux-mêmes, et soutenus par l'ensemble des forces de gauche qui vont manifester donc dans une 50aine de villes de France pour la destitution de Macron. Alors remarquons d'abord qu'il y a 15 jours, ils étaient présents dans 130 villes de France, et que 15 jours plus tard, ils ne seront plus présents que dans une 50aine de villes de France. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là demandent la destitution de Macron. Pourquoi demandent-ils la destitution de Macron? La demandent-ils parce que Macron, régulièrement, tient des propos insultants pour la France et méprisants pour les Français? Absolument pas. La demande-t-il parce que, à la période des Gilets jaunes, par exemple, la police de Macron, qui a des ordres de se retenir quand il s'agit de la diversité et des voyous, n'a absolument pas fait de quartier contre les Gilets jaunes? Absolument pas. Demande-t-il la destitution de Macron parce que, lors de la période Covid, nous avons vu ce président de la République, avec son gouvernement, multiplier les mesures les plus liberticides qu'il n'y ait jamais eu depuis la Libération, et y compris de se permettre de censurer, de licencier, de priver de revenus des soignants ou des pompiers parce que non vaccinés. Absolument pas, ça ne pose absolument aucun problème. Ont-ils demandé la destitution lorsque Macron a remis en cause la retraite à 62 ans? Absolument aucun problème. Ont-ils demandé la destitution lorsque Macron nous menace tous les jours avec une guerre contre la Russie? Absolument aucun problème. Ils demandent la destitution pour quelque chose de beaucoup plus grave. Il paraîtrait que Macron aurait trahi le vote du peuple de France en refusant de mettre Lucie Castex, que personne ne connaît, à Matignon, puisque l'ensemble de la gauche a décidé qu'avec 30% des voix en France, c'était donc cette gauche, Lucie Castex,
après un ensemble de feuilletons assez truculents, puisqu'ils ont commencé à nous dire qu'il fallait Huguette Bello de La Réunion, sénatrice de La Réunion, mais les socialos n'étaient pas d'accord. Les socialos nous ont proposé une écolo tarée, pléonasme, Laurence Dubiana, mais là c'est les insoumis qui étaient plus d'accord, et finalement il nous colle une Lucie Castells, dont le seul titre de gloire est d'avoir annoncé qu'elle était lesbienne, homosexuelle, mariée et mère d'un enfant, et d'autre part d'avoir creusé le déficit à la mairie de Paris de la Dindon Hidalgo. Donc, il y en aura d'autres. Donc cette gauche va donc manifester, donc dans 50 villes pour la destitution de Macron. Essayons de faire oublier sa complicité, je savais bien que je l'avais reconnu, essayons de nous faire oublier sa complicité avec le même Macron, qui a appelé à voter en 2017 pour Macron, malgré ce que j'évoquais tout à l'heure, tous les propos honteux tenus par Macron contre la France, et malgré le fait quand même que Macron soit le représentant des banques, soit le représentant du nouvel ordre mondial, et soit le représentant de ce que la gauche appelait le grand patronat. Donc ça ne l'a pas dérangé d'appeler à voter Macron en 2017. Ça n'a pas davantage, malgré le bilan de Macron, malgré le passif antisocial de Macron, ça ne l'a pas davantage dérangé d'appeler encore à voter Macron. Et ça l'a encore moins dérangé en 2024, au soir du premier tour de l'élection législative, ce qu'évoquait Edwige tout à l'heure, ça ne l'a absolument pas dérangé d'embrasser Macron sur la bouche et de faire un véritable coup d'État électoral en fusionnant les listes, en se retirant les uns les autres pour faire échec à un Rassemblement national qui, avec près de 40% des voix, était légitime pour se retrouver à la tête du pays et avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne les a absolument pas dérangés de truquer honteusement l'élection avec la complicité de Macron et donc de priver les Français, le peuple français, de la victoire qu'ils avaient gagnée le soir du premier tour. Et aujourd'hui, pour mieux cacher cette connivence avec Macron, pour mieux cacher les similitudes de programme qu'il y a entre la gauche et Macron, sur un ensemble de sujets sur lesquels je reviendrai, il joue une nouvelle radicalité pour essayer de faire croire par une imposture que Macron serait allié avec le Rassemblement national, que Barnier serait quelque part le fruit de cet accord honteux, et que la véritable opposition qui représente le peuple français, ce serait eux la gauche, les insoumis, les socialos, les communistes et les écolos. Donc, véritable imposture que nous avons naturellement le devoir de démontrer régulièrement. Mais vous allez me dire, t'es bien gentil, mais il nous semble que tu as été à gauche assez longtemps, donc es-tu le mieux placé pour aujourd'hui taper sur la gauche? Alors je vais vous expliquer ce qui était pour moi les engagements à gauche, et vous expliquer qu'aujourd'hui ce qu'est la gauche n'a plus rien à voir, absolument plus rien à voir, avec des engagements qui, peut-être pas tous, mais qui pour beaucoup, étaient honorables. Il n'y avait pas à avoir honte d'être de gauche quand on se battait pour des meilleures conditions de travail des salariés. Il n'y avait pas à avoir honte de se battre pour des meilleurs salaires. Il n'y avait pas à avoir honte de se battre pour des bonnes conventions collectives. Il n'y avait pas à avoir honte de se battre pour des retraites décentes, de se battre pour des retraites, la retraite à 60 ans, ce n'était pas la pire des choses qui est faite Mitterrand. Il a fait beaucoup d'autres choses pires, mais pas celle-là. Donc il y a des combats à gauche qui étaient honorables. Après, il y en a qui sont marqués par quelques mensonges historiques qu'il ne faut pas cacher, mais le combat de gauche, y compris pour le droit des femmes, pour des combats pour la dignité, pour des combats pour la maîtrise de son corps et tout, font pas partie des combats les plus honteux qui ont été menés. Les combats contre certaines discriminations ne sont pas honteux non plus. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est cette gauche qui avait fondé beaucoup d'espoir en 1980. En 1981,
on pouvait comprendre, en 1981, les salaires étaient, je me rappelle très bien, le SMIC était à 1600 francs. C'était des francs à l'époque, c'était la bonne époque. Hein. Donc les salaires, le SMIC était à 1600 euros. Je me rappelle que dans le programme commun, la gauche promettait 2200 euros. Il était normal aujourd'hui, vous voyez, quand Mélenchon propose le SMIC de 1400 à 1600 euros, c'est un plaisantin. C'est un rigolo par rapport à ce qui était proposé dans les années 81. Je ne dis pas le résultat, c'est autre chose. Mais donc, c'était pas honteux. Pour l'anecdote, le Parti communiste à l'époque avait rompu le programme commun de la gauche parce qu'eux voulaient 2400. Vous voyez, les socialos voulaient 2200, le SMIC était à 1600, les socialos voulaient 2200, les communistes voulaient 2400. Résultat, ils ont passé leur temps à s'engueuler. Résultat, le SMIC est resté à 1600 parce que c'est la droite qui a gagné. Ça, c'était en 1978. Hein. Donc, ces batailles de la gauche, même les nationalisations, c'est des combats et c'est des batailles qui pouvaient se discuter. Le vrai problème, c'est, on était en 1980, il y a aujourd'hui un bilan. Il y a aujourd'hui un bilan, on est en 2024. Et moi, j'ai envie de poser la question, comment peut-on encore se réclamer de gauche en 2024 quand on voit le travail, le bilan, le résultat de la gauche, la destruction massive organisée dans un ensemble de secteurs, dans notre pays, la France, mais pas seulement dans notre pays, la France, dans tous les pays occidentaux où la gauche est au pouvoir, où la gauche est aux portes du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis plus de 40 ans? Déjà, la gauche a fait un travail extraordinaire que soulignait un petit peu Alain tout à l'heure, c'est un travail d'infiltration massive de l'appareil d'État. Vous avez une infiltration massive de l'appareil d'État dans tous les secteurs de la société qui, quelque part, se traduit par une propagande quotidienne, par un lavage de cerveau quotidien et par une terreur militante organisée contre tous ceux qui pensent mal. Plusieurs exemples de ce travail de destruction. Le plus spectaculaire, c'est l'école. Nous avions quand même, dans les années 1970-1980, un système scolaire qui faisait l'admiration du monde entier. Il y avait quelque chose qui profitait justement aux classes populaires, aux salariés les plus modestes, c'était que l'école, par l'ascenseur social, permettait finalement, par la qualité de l'enseignement qui était disposé, à des personnes d'origine modeste de réussir des études brillantes, et finalement, qu'elles soient françaises ou étrangères, hein, de réussir des études brillantes et de réussir finalement, par les études brillantes, à être fiers de leurs enfants et à leur donner des possibilités d'assimilation, d'intégration et de progrès dans la société française. Vous regardez aujourd'hui la casse de l'école, alors pas seulement organisée par la gauche au nom de l'égalitarisme, c'est-à-dire le refus d'un certain élitisme républicain, d'une certaine méritocratie qui permettait de tirer tout le monde vers le bas. Quelle est la principale victime de la baisse générale du niveau scolaire? Ce sont les classes populaires, tout simplement parce que les personnes favorisées socialement, on va le dire comme ça, vous envoient tous leurs gamins dans des écoles d'élite, comme l'école alsacienne, où d'ailleurs j'attends avec impatience qu'un journaliste un jour nous fasse un reportage sur le nom des parents qui mettent leurs gosses à l'école alsacienne, et vous verrez que la gauche qui réclame l'école laïque, publique et obligatoire pour tous et qui lutte contre les écoles privées, surtout quand elles sont catholiques, vous aurez des surprises quand vous verrez l'ensemble des gens de gauche qui font, disons, qui ont des pratiques complètement contraires au discours qu'elles ont. Les principales victimes de la casse de l'hôpital, rappelez-vous, je vous parlais de l'école, nous avions un système de santé que tout le monde nous enviait. On nous l'enviait d'ailleurs tellement qu'il y en a beaucoup qui venaient se faire soigner en France sans forcément cotiser en France, je pense notamment aux Algériens. Vous voyez aujourd'hui le désastre du système de santé dans lequel on est. Qui vous aurait dit, il y a 30 ou 40 ans, qu'il allait falloir 6 mois, 9 mois pour avoir un rendez-vous médical?
Qui aurait pensé que dans des endroits comme ici, mais également dans beaucoup d'endroits, vous êtes confrontés à de véritables déserts médicaux? Qui aurait pensé qu'avec le numerus clausus aujourd'hui, on n'a plus assez de médecins et qu'on est obligé d'avoir 25 à 30% de médecins étrangers, ce qui d'ailleurs pour des gens de gauche est scandaleux parce que c'est un acte colonial, c'est un pillage des ressources de pays pauvres qui auraient, eux, besoin d'avoir des médecins, qui auraient besoin d'avoir des personnes compétentes, et c'est d'autre part des emplois qui sont privés pour les Français, puisqu'on fait aujourd'hui une sélection de plus en plus dure au niveau de l'école. Donc on pourrait dire également, je vous parlais du noyautage de l'ensemble de l'appareil d'État, que vous dire du noyautage des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les médias, vous avez 95% des médias qui ont exactement le même discours, que ce soit sur l'islam, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit sur la Russie, que ce soit sur le sanitaire, que ce soit sur le climat, que ce soit sur un ensemble de sujets. Le wokisme, j'allais l'oublier. Vous avez exactement le même discours. Et vous avez surtout une campagne, une pratique totalitaire. Tout à l'heure, vous aviez Edwige qui était là. Le Front National représente quand même à peu près entre 35 et 40% des voix des Français. Est-ce que vous avez un journaliste qui peut travailler dans un média public ou privé et avoir une carte au Rassemblement national? C'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Le gars ne pourrait pas travailler. Le gars ne pourrait pas être admis dans une rédaction. Vous avez vu, il y a aujourd'hui un an, c'est très intéressant, ce scandale autour du journal du dimanche. Crime du journal du dimanche, le journal du dimanche qui appartenait déjà à Bolloré, comme CNews, comme Europe 1. Donc le journal du dimanche se retrouve avec à la tête de sa rédaction Geoffroy Lejeune. Vous avez une grève de 6 semaines qui est menée par des journalistes qui sont ouvertement macronistes de gauche. C'est-à-dire qui font des campagnes sympathiques pour Macron, mais qui roulent par ailleurs pour la gauche. Une grève de 6 semaines pour exiger que Geoffroy Lejeune ne soit pas membre ne soit pas le directeur de la rédaction. La grève est soutenue par l'ensemble de la gauche. La grève est encouragée par des élus, par les anciens directeurs de publication du journal du dimanche. Ça dure 6 semaines et finalement, ils s'en sont pas beaucoup fondés. La grève, on a mis fin à la grève comment? Bolloré a sorti le carnet de chèques. C'est-à-dire que 90% de la rédaction qui était en grève a été arrosée. Bolloré leur a donné 2 fois le prix des indemnités auxquelles ils avaient droit. Et croyez-moi, les indemnités, je connais pour avoir travaillé dans ce milieu, les indemnités de journalistes, c'est pas les indemnités d'un petit salarié du privé. Je peux vous dire que fréquemment, je peux te dire les chiffres, les indemnités d'un journaliste, ça tourne entre 100 000 et 200 000 euros s'il a à peu près 10 années d'ancienneté dans la rédaction. Donc ils se sont fait acheter comme ça. Donc, mais je vous citais l'exemple du journal du dimanche et la campagne qui est menée par la gauche contre Bolloré. Il faut voir la violence de la campagne qui est menée. C'est aujourd'hui, ils ont eu la peau d'Hanouna, demain, ils voudront avoir la peau de CNews. Et systématiquement, ce sont des campagnes de délation. Ce sont sur les réseaux sociaux, vous avez des centaines et des centaines de petits nervis, de petits cerbères du net qui passent leur temps payés par nos impôts par ailleurs, parce qu'ils appartiennent à des associations de délation, qui passent leur temps à écouter chaque mot de CNews, à lire chaque propos d'Hanouna et à multiplier les signalements à l'ARCOM, qui croulent sous les signalements, tout ça pour préparer des dossiers et tout ça pour faire en sorte que les 5% qui échappent aujourd'hui au discours du politiquement correct soit éradiqué, comme à l'époque de l'Union soviétique, où il n'y avait qu'une seule voix, la Pravda, un seul syndicat, un seul parti. Alors il faut savoir, Pierre, et ça tu le sais certainement, c'est qu'à l'Élysée, il y a un service spécifique de contrôle de tous les médias, en dehors de l'ARCOM. Et ce sont eux qui donnent les indications à l'ARCOM. Donc il faut savoir qu'ils sont à peu près 18 à 20 militaires à vérifier tout ce que disent les médias.
Donc radio, télévision. Donc ça vient en plus de l'ARCOM. Oui. Tout à fait, Yves. Et il faut savoir que c'est un fait unique dans le monde. Les médias français sont subventionnés à 30% par nos impôts. Vous retirez l'aide à la presse, un Bolloré va résister, mais des journaux comme Libération, des journaux comme l'Humanité, des journaux comme le Nouvel Obs, des journaux peut-être même comme l'Express, c'est terminé. C'est-à-dire que tous les journaux collabos ne tiennent que par ce système, et les journalistes, d'autre part, sont légèrement achetés par un système fiscal, par des avantages fiscaux et des réductions d'impôts assez étonnantes et qu'il est assez difficile de justifier par rapport à l'ensemble des autres salariés de ce pays. Alors, je vous parle de l'infiltration massive de l'appareil d'État. Que dire de la justice? La justice, vous aviez encore dans les années 1970-1980, vous aviez encore une justice, vous aviez la peine de mort. Je sais que ça a été un débat très animé dans les années 80. Rappelons-nous quand même, par rapport à des discours comme celui de Badinter, que la peine de mort ne touchait que 3 personnes dans le dernier septennat de Giscard. Sauf que le débat sur la peine de mort a entraîné tout un autre débat sur la répression par rapport aux délinquants. Une fois qu'on a abrogé la peine de mort, bien évidemment, la perpétuité devenait une question, c'était inhumain de ne pas laisser sa chance à un criminel qui avait sans doute fait des choses abominables, mais finalement, il méritait sa chance. Et donc vous arrivez maintenant à des peines maximales de 25 ans. Vous savez tous que quand quelqu'un est condamné, il fait au mieux la moitié de sa peine. Vous savez tous que nous sommes dans un pays où les juges sont d'une férocité sans nom pour les patriotes, sont d'une intransigeance pour les Français qui osent redresser la tête et ne pas se laisser agresser, et que par contre, ils sont d'une tolérance et d'un discours de l'excuse pour des délinquants, la plupart du temps qui ne sont pas tous nés en France, et qui en sont à 20, 30, 50 récidives sans avoir jamais mis les pieds en prison. C'est un système absolument unique. Je ne vous dis pas, je crois savoir de quoi je parle, les patriotes qui osent dire que l'islam n'est pas compatible avec la France, ceux qui osent dire que l'immigration sans intégration, il y a quelque chose qui ne va pas, tous ceux-là sont traînés sans pitié devant les tribunaux avec des méthodes réellement dignes de l'URSS de Staline, multiplier des plaintes par des associations, Edwige, j'en parlais tout à l'heure, le financement des associations dites antiracistes, tenues par la gauche, qui n'ont pas de militants. Ces associations n'ont qu'un portefeuille, n'ont que des biens, n'ont que des avocats, et ont la Ligue des droits de l'homme, c'est même pas 1000 militants. SOS Racisme, c'est même pas 500 militants, mais c'est par contre des centaines de milliers, voire des millions de subventions, d'aides, et c'est surtout un harcèlement quotidien contre les militants ou les dirigeants du Rassemblement national, contre ceux de Reconquête. Éric Zemmour, depuis qu'il s'est lancé en politique, je crois qu'il en est à une vingtaine de procès. C'est une multiplication donc d'un harcèlement judiciaire contre les sites qui pensent mal, et on est dans un totalitarisme judiciaire le plus absolu. Et tout ça, disons, à cause de cette infiltration de l'appareil d'État et à cause de cette vision totalitaire de la gauche qui consiste en s'appuyant sur l'antiracisme présumé et sur l'antifascisme supposé à penser qu'ils ont toute la légitimité pour harceler et traquer tous ceux qui ne pensent pas comme eux, les présentant aux Français matin, midi et soir dans tous les médias, comme finalement les héritiers d'Adolf Hitler, les héritiers de Benito Mussolini, les héritiers de Pétain, et donc présentant leur action comme quelque part une action salutaire pour empêcher que la France ne reconnaisse à nouveau ce qu'ils appellent les heures les plus sombres de notre histoire. Et je pense qu'il est intéressant, je ne vais pas faire trop long pour permettre un débat assez large, mais de réfléchir. Alain tout à l'heure parlait du combat politique, du combat métapolitique,
et comment on peut contre-attaquer. Vous avez un angle d'attaque classique en France, c'est nazi, raciste, fasciste. C'est intéressant parce que nazi, fasciste, la gauche nous présentait quelque part ceux qu'elle appelle les nazis et les fascistes comme les remparts, finalement, les mercenaires, les nervis du grand capital. C'était ainsi que c'était présenté. Les fascistes étaient payés par le grand capital pour briser les organisations ouvrières. Vous voyez, j'ai quand même encore de beaux restes de la dialectique gauchiste. Hein. C'était comme ça qu'ils étaient présentés. Et ils présentaient donc tous ces nazis, tous ces fascistes, tous ces pétinistes comme des collabos. Hein, c'est le grand mot qui frappe, qui blesse, qui anéantit. Vous êtes des collabos. Bah, c'est intéressant d'approfondir ce sujet parce que aujourd'hui, quel est le meilleur rempart de ce que nous appelons, nous, le nouvel ordre mondial? Quels sont les miliciens du nouvel ordre mondial, si ce n'est cette gauche qui impose physiquement l'immigration à un peuple français qui n'en veut pas? Quels sont les meilleurs larbins du nouvel ordre mondial que cette gauche qui impose, comme le veut le nouvel ordre mondial, la destruction des États-nations? Quels sont les meilleurs complices du nouvel ordre mondial que cette gauche qui épouse mot pour mot l'argumentation sur l'imposture climatique et qui utilise l'imposture climatique pour restreindre toutes les libertés quotidiennes des citoyens français, dont l'objectif final est l'interdiction de se déplacer librement quand on veut, où on veut, avec qui on veut, avec l'alibi naturellement de la sauvegarde de la planète, du CO2, et donc la mise en place d'un fonctionnement complètement collectif, un mélange un peu de comment ça s'appelle le service à points à la chinoise, là, le contrôle social. Un mélange de contrôle social à la chinoise et quelque part de collectivisme à la soviétique. Vous avez par exemple, c'est le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a craché le morceau. Pedro Sánchez a dit qu'en 2050, il fallait justement pour préserver la planète, collectiviser l'habitat. Et vous regardez aujourd'hui les difficultés qu'il y a pour vendre une maison, avec l'écologie, avec les normes sanitaires. Tout ça prépare une collectivisation de l'habitat, collectiviser les moyens de transport, c'est-à-dire que la voiture devient l'ennemi. On va accepter pendant un temps le covoiturage, on va vous interdire les voitures à essence et on va vous imposer les voitures électriques. Petite parenthèse, j'ai lu un truc extraordinaire hier, le PDG de Renault, sur un plateau, a avoué qu'il était obligé de vendre une voiture électrique en 2025, une voiture électrique pour avoir le droit de vendre 4 voitures à essence. Et que s'il ne vendait pas une voiture électrique pour 4 voitures à essence, il aurait une telle amende qu'il ne pourrait pas continuer l'activité de Renault. C'est juste une parenthèse pour voir justement cette gauche, comment elle prépare une tyrannie, comment elle prépare une collectivisation forcée, comment elle remet en cause toutes les libertés fondamentales, et cela au profit du nouvel ordre mondial, au profit de tous ceux qui veulent détruire la France, au profit de tous ceux qui veulent détruire les États-nations et au profit de tous ceux qui veulent détruire notre civilisation avec tous les apports extraordinaires que représente aujourd'hui l'histoire de France, ses écrivains, son histoire, ses artistes, etc. Je vous parlais d'autre part, deuxième exemple, les collabos. Donc un collabo, quand un mec de gauche vous dit « toi, collabo, en 40, t'aurais été un collabo », donc un collabo, faut faire des recherches un petit peu au niveau sémantique, un collabo c'est quelqu'un qui soutient un envahisseur sur son propre territoire. Y a-t-il besoin de développer davantage et de dire aujourd'hui, en 2024, quels sont les collabos? Quels sont ceux qui, main dans la main avec le pouvoir macroniste, par ailleurs, imposent physiquement, y compris dans les campagnes, je crois savoir aussi de quoi je parle, nous avons mené la bataille victorieuse à Galac,
nous avons mené des batailles contre l'invasion migratoire dans d'autres villes, à Saint-Brévin. Nous avons toujours vu le même spectacle. Le même spectacle, c'est quoi? Ce sont d'abord des populations locales terrorisées. Des populations locales terrorisées parce que craignant, si elles affichent leur hostilité par rapport à l'implantation de 20, 30, 50, 100 migrants dans leur petit village, qui fait juste 1000 ou 2000 habitants, s'ils affichent leur hostilité, ils craignent de passer pour des racistes, avec l'excommunication que ça entraîne. Ils craignent de passer pour des fascistes, avec l'excommunication que ça entraîne. Donc ils sont terrorisés. Ils soutiennent, ils sont capables de signer des pétitions, mais ils hésitent à se montrer dans une manif. Nous avons organisé des manifestations. Toutes les manifestations que nous avons organisées comprenaient des contre-manifestations violentes, avec réellement la volonté de casser du patriote. On doit dire que s'il n'y avait pas eu les forces de l'ordre, il y aurait eu dans plusieurs situations, il y aurait eu des bains de sang. Et je ne suis pas sûr que nous aurions gagné, parce que vous avez quand même des gens qui sont équipés, qui sont entraînés, qui bénéficient d'une impunité totale par le pouvoir également. Et donc vous avez cette gauche au service du nouvel ordre mondial, je le dis, qui impose aux Français un changement de peuple, un changement de civilisation, un changement de mode de vie, qui est un véritable lavage de cerveau quotidien, qui est un passage en force, qui est une dictature minoritaire. Et je trouve que je ne veux pas remuer des souvenirs historiques douloureux. Chacun pense ce qu'il veut des années 1940, et je crois que c'est plus facile de donner des jugements aujourd'hui, en 2024, sur l'attitude des gens, ce qu'ils ont fait en 1939 et en 1940. Il faut revoir le contexte historique. Moi, je suis incapable de vous dire. Tout le monde vous dit, moi, j'aurais été résistant. Moi, j'en sais rien. Hein? Mais toujours est-il que vous avez ces gens-là. Je suis convaincu que, y compris dans le gouvernement de Vichy, et d'ailleurs, vous avez des livres historiques qui le disent, vous aviez des résistants de l'intérieur. Vous aviez des gens qui aimaient sincèrement la France. Peut-être ont-ils fait des erreurs, peut-être ont-ils fait des crimes, peut-être ont-ils fait des choses qui sont indéfendables, mais ils le faisaient avec l'amour de la France. Les collabos d'aujourd'hui n'ont pas l'excuse de l'occupation. Ils n'ont pas l'excuse d'avoir 50 000 Allemands sur le territoire français. Ils provoquent cette invasion, ils provoquent cette occupation, et je trouve en ce sens que ce sont les pires collabos qu'il y ait eu dans toute l'histoire de France, qu'ils sont sans la moindre excuse, et je l'espère un jour, ils devront rendre des comptes au peuple français pour l'ensemble de la trahison. Les conséquences de cette trahison, et je finirai là-dessus, sont terribles, et les principales victimes, ce sont encore une fois les classes populaires les plus modestes. Les salariés du privé notamment sont les principales victimes de l'invasion migratoire et de la mondialisation que favorise la gauche. Vous avez aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, une désindustrialisation totale, qui fait qu'aujourd'hui, les emplois dans le privé, les emplois productifs dans le privé, sont très très difficiles, donc un chômage de masse, et une pression naturellement vers le bas sur les salaires quand il y a un chômage de masse. Mais vous avez un autre élément, ce qui est criminel, c'est que dans le secteur public, vous avez ce qu'on appelle la discrimination positive. Je vais vous donner l'exemple à la RATP. À la RATP, dans les années 2000, vous avez un directeur, alors il y avait plein d'agressions, naturellement, il y avait plein d'agressions dans les transports en commun, et vous avez une grosse tête qui a décidé que les agressions, c'était pour une bonne raison, c'est parce que les chauffeurs de bus ne ressemblaient pas à la population qu'ils transportaient. Et donc, ils ont estimé que pour mettre fin aux agressions, eh ben, il fallait faire ce qu'on appelle de la discrimination positive, et donc qu'il y ait de plus en plus de chauffeurs issus de l'immigration. Je peux vous dire, je connais bien un dépôt de bus où nous avons fait quelques actions à Nanterre.
et j'ai des amis qui y travaillent. Et quand ils sont rentrés à la RATP en 2000, vous aviez 600 salariés, vous aviez 3 chauffeurs de la diversité. 10 ans plus tard, vous en aviez 300. Et aujourd'hui, les choses sont claires, tous ceux qui partent en retraite sont des chauffeurs gaulois, et pratiquement tous ceux qui sont embauchés sont des chauffeurs de la diversité. C'est la même chose, c'est la même chose à la SNCF. C'est la même chose dans des grandes entreprises publiques, où les PDG ont comme consigne de valoriser la diversité. Et naturellement, quand je dis ça, il y a des personnes de la diversité qui méritent leur place et tout, mais ils doivent la mériter par la méritocratie. Et ils ne doivent pas la mériter par la discrimination positive. Parce que la discrimination positive pour la diversité, c'est la discrimination négative pour les Français. Donc vous avez effectivement les Français qui sont les salariés qui sont les principales victimes. Mais que dire des femmes que la gauche prétend défendre? Que dire des femmes? Les femmes, justement, par des conquêtes sociales, par des conquêtes égalitaires, ont commencé à progresser, notamment dans les emplois, avec de plus en plus de femmes salariées qui n'étaient pas dépendantes du mari et qui gagnaient quelque part, on va dire, une liberté qui pouvait leur permettre de sortir librement, si elles avaient envie le soir, de mener une vie, la vie qu'elles avaient envie de mener. Aujourd'hui, et c'est dû par les associations dites féministes, vous avez de plus en plus de femmes qui, notamment dans les grandes agglomérations, ne peuvent plus se permettre de sortir le soir et sont quelque part de retour à la maison alors qu'elles aimeraient peut-être se cultiver, aller au théâtre, aller au cinéma, aller voir des amis, peut-être aller voir des rencontres sportives si elles ont envie, ce qui sont toutes les possibilités de sortie. Aujourd'hui, les femmes sont les principales victimes de l'ensauvagement de la France par la remise en cause finalement de libertés fondamentales. Et vous allez dans les pays de l'Est, c'est absolument extraordinaire. Vous allez en Pologne, vous allez en République tchèque, vous allez en Russie, vous voyez des femmes très belles, habillées de manière, on va dire, qui ne peut pas laisser un homme normal indifférent. On va le dire comme ça. Et qui se promènent, mais en toute liberté, en n'importe quelle heure, sans qu'il n'y ait jamais de questions d'agression, de questions de viol et tout. Je veux dire, en France aujourd'hui, c'est plus possible. Vous voyez, je vous parlais de l'invasion migratoire de nos campagnes. Vous avez un petit village qui ne doit pas être trop loin d'ici, c'est à Besnac. Hein? Besnac, petit village, je crois qu'il y avait 300 habitants. Ils ont mis une vingtaine, ils ont ouvert un CADA, ils ont mis une vingtaine de personnes. Ce que disaient les gens, c'était quoi? C'était, mais nous, dans nos villages, on ne ferme jamais nos maisons à clé. Nous, dans nos villages, on ne sait pas ce que c'est qu'un antivol. Dans nos villages, on ne sait pas ce que c'est que de retirer la clé de contact de la voiture. Je veux dire, on laisse ça là, on sait qu'on vit dans une sécurité totale. Les femmes qui viennent faire leur footing, sans aucun problème, elles ne se posent aucune question de sécurité, tout va bien. C'est un mode de vie qui change complètement du jour au lendemain à partir du moment où on vous impose ce mode de vie. Je pourrais multiplier les exemples pour vous dire que ceux qui vous imposent l'immigration et l'invasion migratoire ne la subissent pas. Parce que eux, ils sont protégés dans leur beau quartier. Eux, vous inquiétez pas, ils n'ont pas du tout envie que vous profitiez de l'enrichissement multiculturel qu'ils imposent à l'ensemble des Français. Eux, ils s'en protègent. Donc, en ce sens, et je finirai avant de donner pour des questions, hein, en ce sens, je pense qu'il faut vraiment mener cette bataille politique contre la gauche, faire tomber cette imposture que la gauche défend le peuple. Ça a été vrai, ce n'est absolument plus le cas. Il faut faire tomber cette imposture que la gauche est antifasciste, que la gauche lutte contre l'extrême droite. Aujourd'hui, il y a une inversion totale des valeurs. Les vrais défenseurs des libertés, ce sont nous, ce sont les patriotes, ce sont ceux qui défendent la France. Les vrais défenseurs du peuple, c'est nous. Et les fossoyeurs du pays, les ennemis du
peuple, les ennemis de nos libertés, les complices du grand de ce monde, les complices du nouvel ordre, du nouvel ordre mondial, ce sont les collabos de gauche et il ne faut pas hésiter à le dire, à le répéter, à l'écrire, à le faire circuler et à ne pas baisser les yeux devant eux. Bravo. Merci. Merci pour tout. Ensuite, il nous fait un exposé. Je ne sais pas si on m'entend. On va maintenant passer aux questions. J'imagine qu'il va y en avoir quelques-unes quand même. Écoutez, voilà. Le premier d'entre eux, c'est notre Alain de Peretti. Et puis après, vous levez le doigt au fur et à mesure, on essaiera de comptabiliser. En tout cas, merci pour ce que vous venez de nous dire. Merci. Voilà, merci à vous. Merci de votre attention. Voilà. Si tu veux prendre un soir éventuellement pour les questions. Oui, je sais que tu es un homme très dynamique. Donc, alors, première question, c'est Alain Peretti. J'ai plusieurs questions en une seule. En même temps, mais j'essaie d'être bref. D'abord, je voudrais manifester mon amitié et mon admiration pour Pierre Cassan, dont le cheminement, pour moi, est la preuve d'une honnêteté intellectuelle que peu de gens possèdent. Donc ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, en ce qui concerne finalement la notion de droite et de gauche, qui finalement, on est obligé, avec un peu de réflexion, de la remettre en cause, parce qu'en fait, on voit bien que ça contribue à troubler les esprits et la compréhension finalement des choses. Et je crois que tu l'as utilisé, Pierre, à plusieurs reprises. Je crois que c'est la notion de patriote par rapport à d'autres personnes qui ont une idéologie mondialiste, les gens qui sont de quelque part par rapport aux gens qui sont de nulle part. Hein, donc en gros, cette division finalement semble plus pertinente, même si la notion de droite et de gauche n'est pas totalement obsolète. Et ce qui m'amène donc à quelque chose qui est fondamental, qui me semble le problème de l'identité. Il y a souvent dans nos milieux patriotes une discussion amicale, vive mais amicale, entre les souverainistes et les identitaires. Et moi personnellement, je me situe plutôt comme identitaire, parce que l'identité d'un peuple, c'est quelque chose de fondamental. Si une identité perdue ne se retrouve pas, une souveraineté perdue peut se retrouver. Les deux sont fondamentales, bien sûr, pour un peuple. Il faut qu'il soit à la fois lui-même et qu'il soit souverain sur sa terre. Et ce que je vois, c'est que la gauche, qui a fait des bonnes choses, tu les as citées, en fait, a utilisé le peuple en lui faisant miroiter des progrès qui ont été réels, etc., mais qui, malgré tout, à l'analyse rétrospective, ont amené une destruction des valeurs fondamentales, des valeurs naturelles, finalement, qui constituent le fonctionnement de notre peuple. Et chaque fois, on voit bien que tout ça a abouti à une destruction de notre patrie qui permet d'ailleurs maintenant tout ce qu'on voit, et on arrive à la phase finale, si j'ose dire, de cette destruction. L'école, la famille notamment, qui est le principal lieu de solidarité, finalement, est en pleine déliquescence, qui a bien évidemment des cas, Edwige Diaz en parlait tout à l'heure, des femmes seules, qui gèrent leur famille, etc. Et je pense qu'une réflexion, ce serait de se pencher sur cette notion de l'identité. Qu'est-ce qui constitue notre identité? La préserver, la développer, la remettre en valeur, bien sûr, le plus possible, et tout en menant parallèlement le combat pour la souveraineté. Voilà, donc c'est simplement cette notion de droite et de gauche, c'est ce qui fait d'ailleurs que des gens d'origine aussi différente que toi et moi, nous arrivons à être en parfaite harmonie, concordance, dans nos constatations et dans nos combats. Parce que justement, la droite et la gauche, la gauche a fait du social son combat, ce qui est très bien,
Mais la droite, j'estime la vraie droite, telle qu'elle était, mais ça n'existe plus, ces notions n'existent plus, on a fait aussi du social. Alors, ma question est la suivante, si tu peux développer cet aspect concernant justement cette nouvelle dichotomie entre les gens qui sont de quelque part et les gens qui sont de nulle part. Alors, j'ai entendu 3 questions, hein, donc... Alors, la première, tu évoquais la gauche, disons, pourquoi, je vais répondre comme ça, pourquoi les gens continuent à être à gauche? Je crois que c'est même si... Mais j'écoutais, j'aime beaucoup un homme et sa liberté de ton, il s'appelle André Berkoff. J'aime beaucoup André Berkoff et j'ai eu le privilège de l'écouter la semaine dernière. Il était à la Baule et j'ai eu le privilège d'écouter sa conférence et de discuter après. Et dans sa conférence, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est André parlait de la difficulté de quitter sa zone de confort. C'est-à-dire sa zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Vous dites de gauche, tout va bien. Vous n'aurez jamais d'ennui à votre travail. Vous n'aurez pas trop de difficultés dans votre famille. Vous ne devriez pas subir des taxes sur votre maison, avoir les pneus crevés et autres gentillesses qui peuvent attendre ceux qui ne sont pas de gauche. C'est-à-dire remettre en cause cela, c'est quelque part s'exposer justement parce que nous sommes dans une situation où le totalitarisme impose quelque part sa terreur à des gens qui préfèrent ne pas franchir le pas. Un journaliste, je vous parlais des journalistes, un journaliste qui va dire finalement Marine Le Pen a dit pas que des conneries, je suis même d'accord avec elle. Vous avez un gars à France Inter, par exemple, je crois qu'il s'appelle Achille, un nom comme ça. Le gars, il n'a même pas dit ça. Le gars, il a accepté de rencontrer Jordan Bardella. Aujourd'hui, il est à la NPA. Vous voyez, je vous parle de la zone de confort. Donc ça, effectivement, moi je peux vous dire, je vis très bien sans, mais j'ai perdu 95% de mes amis à partir du moment où j'ai commencé à dire que l'islam était peut-être pas tellement compatible avec la France, et que la laïcité, c'était pas de permettre à une religion d'imposer son point de vue à l'ensemble de la société. J'ai perdu pratiquement tous mes amis. Tant pis, c'est qu'ils ne méritaient pas. Hein, mais c'est vrai, mais il faut le dire comme ça. Et par contre, j'ai récupéré beaucoup d'autres amis. Ils sont là, les amis, ils sont tous présents. Et d'ailleurs, je dois le dire, je découvre dans un milieu qui n'était pas le mien, j'ai toujours été très bien accueilli. J'ai jamais été, on va dire de temps en temps, avec mes amis cathos traditionnels. Bon, ça peut arriver, la laïcité, la loi de 1905, tout ça c'est de votre faute. Bon, mais ça se cause fraternellement. Ça se cause. Tu vises personne. Ça se cause, non. Ça se cause, mais ça se cause amicalement. Ça se cause amicalement. Donc il y a, je le dis vraiment, il y a une tolérance. Il y a une tolérance dans ce qu'on appelle la droite. Je dis bien ce qu'on appelle la droite, il y a une tolérance, un respect de l'opinion de l'autre que vous n'avez pas à gauche. Ça, je peux vous amener mon témoignage là-dessus. Une nouvelle question? Non, parce qu'il m'en a posé, il m'en a posé 3, l'animal. Bon, alors, on en est à la deuxième. Alors, la deuxième, c'était souveraineté, c'était identité, souveraineté. Alors, effectivement, on voit les Anglais ont retrouvé leur souveraineté, on voit que c'est nécessaire, mais on voit que c'est pas suffisant. Hein, je crois que c'est le meilleur exemple. Ils ont fait un travail extraordinaire. On va dire, allez, je vais faire mon petit numéro anglophobe, on va dire qu'ils ont foutu le bordel dans l'Union européenne le temps qu'ils y étaient et qu'ils étaient les larbins des Américains, et que maintenant ils sont sortis, tant mieux pour eux. Ils ont bien fait, ils ont mené une campagne exemplaire. Ils
Il n'empêche que, on voit, en plus, ils ont réussi à élire les travaillistes, et on a vu le résultat avec les travaillistes, c'est-à-dire que c'est une immigration, l'Angleterre est peut-être encore plus menacée que la France. Vous avez des élus des grandes villes aujourd'hui qui sont des musulmans. Vous regardez Londres, Londres c'est ce qu'attend Paris dans 10 ans. Hein. Pour l'instant, on a Anne Hidalgo, ça sera une époque, hein, mais il y aura un syndicat un jour à Paris. S'il ne se passe rien, ça se passera comme ça. Donc tout ça pour dire que la souveraineté c'est nécessaire mais pas suffisant. Et pareil on pourrait dire l'identité, l'identité sans souveraineté, il manque aussi quelque chose. Mais il y a quand même, j'avoue que moi les souverainistes de temps en temps, j'ai du mal avec leur négation de la notion d'identité. C'est-à-dire au nom d'une vision assez républicaine, enfin un discours assez républicain. Je vais vous donner un exemple, on ne va pas faire des grandes théories. On va parler football. Moi, je suis un fan de football, donc je sais peut-être mieux développer ça que sur d'autres sujets. Moi, je vous avoue, j'ai jamais eu de problème en équipe de France qu'il y ait des joueurs comme Marius Trésor, qu'il y ait des joueurs comme Gérard Janvion, dans des époques comme Jean Tigana. Je veux dire, ils appartenaient à la France exactement comme le militaire, je ne sais pas s'il est encore là, que nous avons entendu tout à l'heure. Pour moi, ils appartiennent à la France, et la France, c'est pas une histoire raciale. Même si la France est d'abord majoritairement de tradition catholique, constituée par des Blancs. Mais constituée par des Blancs, ça a fait aussi partie de l'histoire de France, de savoir accueillir des personnes d'origine différentes, justement ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ascenseur social, de les intégrer, de les assimiler, à partir du moment où ils acceptent naturellement nos règles et qu'ils ne cherchent pas à imposer des méthodes de vie venues d'ailleurs. Pour moi, c'était ça le creuset républicain, c'était ça l'ascenseur social. Je vous avoue, je reviens sur le football, je vous avoue que quand je regarde le championnat de France de football, je me dis, où sont les Blancs, quoi? Vous avez plein d'équipes, vous savez d'ailleurs que dans les recrutements, vous n'avez plus du tout de recrutement qui se fait dans les campagnes françaises, ça se fait dans les grandes villes, dans les quartiers, et donc vous voyez... Mais le recrutement se fait surtout là-bas, parce que la plupart du temps, c'est ce qui fait aussi la perte un peu de notre club bordelais. Et moi, je ne vous cache pas que quand je vois l'équipe de France de football, ce ne sont pas des racailles, hein, soyons clairs. C'est pas les racailles qu'on a eues en 2010, ceux qui nous ont foutu le bordel en Afrique du Sud, qui ont fait une grève dans leur bus, qui ont ridiculisé le football français. C'est pas cela. Ceux-là sont bien élevés. Franchement, ils sont bien élevés. Il y a peut-être quelques musulmans qui imposent un peu le halal dans l'équipe, ça peut exister, mais ils se comportent, c'est pas des Benzema, c'est pas des Ribéry, ce que j'essaye de dire. Et malgré tout, moi je vous avoue que quand je vois dans l'équipe de France qui reste Rabiot, comme Blanc qui reste Rabiot et Griezmann, et que tous les autres sont des joueurs de couleur, de qualité certes, et ça me pose le même problème que, je présume, si on voyait l'équipe du Sénégal avec un seul ou deux noirs et avec 6 asiatiques et avec 4 blancs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, les souverainistes ne voient pas ce problème. Pour les souverainistes, ce n'est pas un problème, et on revient à l'histoire de l'identité. Pour les souverainistes, l'identité n'existe pas. L'identité est totalement niée, ils en restent un petit peu au problème de république. Du moment que vous êtes républicain, il n'y a pas de problème de racine d'identité. Et ça, moi, ça me choque un petit peu, quoi. J'avoue que ça fait partie, j'aime beaucoup Florian Philippot, mais j'avoue que ça fait partie de quelques divergences qu'on peut avoir. Hein. Et même avec Christine Tazin, ça fait partie des divergences qu'on peut avoir sur ces questions-là aussi. Si. Tu sais pas, tu peux. Mais nous allons savoir. J'ai répondu, Alain? Oui. Alain, il a répondu à tout à l'heure. Bon, on va prendre une autre question, s'il vous plaît, une ou deux. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient s'exprimer? Voilà, Christian. Oui, merci de me passer la parole. Moi, je voudrais... Oui, je suis là. Juste, tu peux te mettre debout pour l'image, je te remercie beaucoup. Voilà, moi j'aurais une question à poser par rapport aux termes, par rapport aux qualificatifs, plus exactement, d'extrême droite, que l'on subit assez régulièrement, notamment de la part
les médias subventionnés dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, pour moi qui suis un patriote, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, être qualifié de patriote, moi je trouve ça tout à fait valorisant et ça me convient parfaitement. Je suis beaucoup plus à l'aise, enfin beaucoup plus mal à l'aise, pardon, lorsqu'on me traite de militant d'extrême droite. Voilà. Alors je trouve que, et je ne dois pas être le seul, me semble-t-il, dans cette situation, alors dans cette salle certainement, mais au niveau de nos concitoyens, sans aucun doute. Ce terme fait peur à juste titre. Alors je sais bien que ça peut exister dans les mouvements patriotes, des mouvances dites d'extrême droite, mais je pense qu'une des conditions pour qu'il y ait des avancées dans l'opinion, il y en a déjà eu, vous le rappeliez, on est à 40%, etc., mais pour aller plus loin, je pense qu'il faut vraiment qu'on parvienne à se démarquer, bah, c'est mon sentiment, puis ici pour en parler, mais il faut absolument qu'on se démarque de ce terme que je trouve extrêmement négatif et qui est un véritable repoussoir et qui est utilisé par ceux qui ne partagent pas nos idées à longueur d'articles dans tous les médias. Alors, voilà, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la situation par rapport à ça? Est-ce qu'on est vraiment démarqué de cette extrême droite de repoussoir? Et comment est-ce qu'on peut progresser pour afficher cette distanciation, si elle existe, ce que je suppose? Ok, alors, d'abord, moi, je vous avoue que j'ai très peu souvent entendu des personnes qui participent à nos initiatives se revendiquer d'extrême droite. Ce sont nos ennemis qui nous collent ce qualificatif, eux, pour nous salir. Parce que quand ils vous disent extrême droite, d'abord, extrême droite, c'est pas le pire. Hein. De temps en temps, c'est nazi, c'est fasciste. Bon, admettons que fasciste, ça soit pire que nazi, ou qu'extrême droite, après, je vais pas faire une hiérarchie. Hein. Mais bon, ils vous disent ça pour vous discréditer. Tout simplement parce que quand on vous classe l'étiquette qui se veut infamante d'extrême droite, l'inconscient derrière, c'est extrême droite, c'est totalitarisme, c'est nazisme, c'est fasciste, c'est Hitler, c'est Mussolini. Hitler, c'est les Juifs, c'est Auschwitz, c'est ceux qui ont tué 6 millions de personnes. Donc l'extrême droite, c'est les salauds. Et je veux dire, il vous colle ça systématiquement. Je peux vous dire, je vais vous citer un exemple. Riposte laïque, ça nous arrive assez souvent de nous retrouver au tribunal. On ne le demande pas, mais ça nous arrive assez souvent. Quand ils parlent de nos procès, vous avez l'AFP. Voilà comment ça marche. L'AFP fait une dépêche d'agence. Dépêche d'agence de l'AFP. Riposte laïque. Site d'extrême droite. Nombreuses condamnations pour incitation à la haine raciale. C'est pas forcément vrai, mais nombreuses condamnations pour incitation à la haine raciale. Extrême droite, islamophobe. Islamophobe, à mon avis, c'est pas encore un délit. Ils vont peut-être y arriver. Mais vous avez déjà ces 3 qualificatifs qui habillent systématiquement tous les militants qui défendent leur pays, qui aiment la France et qui ne veulent pas que la France disparaisse. C'est systématique pour seulement nous on compte pas. Mais vous regardez Éric Zemmour. Systématiquement, Éric Zemmour, polémiste d'extrême droite. Vous regardez le Rassemblement National. Rassemblement National, parti d'extrême droite. Ils avaient même demandé, le Rassemblement National, avait demandé au Conseil d'État de ne plus être qualifié d'extrême droite quand il donne les résultats des élections. Le Conseil d'État a refusé. Le Rassemblement National a essayé une stratégie, c'est de poursuivre tous ceux qui le qualifieraient d'extrême droite. Je veux dire, ils passeraient leur vie au tribunal. Puisque tous les médias qualifient systématiquement, alors contre nous, le discours de Marine Le Pen, le discours du Rassemblement National, c'est plutôt, je dirais presque, un discours gaulo-communiste. Si on regarde, c'est beaucoup plus près du gaulo-communisme, on est très loin des discours des années 30 et tout. Mais ça fait partie de la propagande,
ça fait partie, ils ne tiennent que par la diabolisation et la nazification de l'adversaire. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'argument. S'ils lâchent, et ça, quand on parle de démocratie, vous avez par exemple le deuxième tour de la présidentielle. Je trouve extraordinaire que Marine Le Pen, avec tout ce qu'on raconte depuis 40 ans, sur le Front National, sur le Rassemblement National, sur tout ça, hein, du matin au soir dans tous les médias, je trouve extraordinaire que Marine Le Pen fasse 42% dans un contexte pareil. Parce que la course, ça serait comme si vous aviez un 100 mètres, vous avez Macron et Marine dans les starting blocks, mais Marine, elle a un sac à dos de 30 kg sur le dos. Le sac à dos de 30 kg sur le dos, c'est toutes les saloperies qui sont déversées contre le Rassemblement National, alors que Macron bénéficie d'une couverture médiatique totale. Et on sait que les médias façonnent quand même l'opinion, on sait que l'école façonne l'opinion, que la propagande qui est déversée depuis 40 ans dans nos écoles, le devoir d'accueil de l'autre, la destruction de l'histoire de France et tout, ça façonne l'opinion malgré ce matraquage médiatique, malgré le lavage de cerveau qu'il y a. Vous avez malgré tout des gens, de plus en plus, vous avez 11 millions de personnes qui ne marchent pas là-dedans. Mais vous avez raison sur une chose, il ne faut jamais accepter de se faire qualifier d'extrême droite, il faut toujours dire que nous sommes les patriotes, et par rapport à peut-être le discours que je faisais tout à l'heure, faire remarquer à la gauche que c'est vraiment elle qui est la plus proche des pratiques d'extrême droite qu'elle dénonce. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre, vraiment, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et puis à chaque fois, tu nous amènes une nouvelle information, et ça c'est formidable. Il y avait peut-être monsieur qui a fait Ah oui, alors le maître des lieux. J'aimerais avoir ton avis sur cette organisation financée par les réseaux Soros qui s'appelle la Ligue européenne des droits des criminels. Pardon pour la... Oui, les choses sont claires, hein. Soros a compris que pour accompagner son projet, et on est en plein dans ce que j'essayais de démontrer, c'est-à-dire que la gauche sont les miliciens, sont le bras armé du nouvel ordre mondial. Soros a compris qu'il fallait fabriquer et payer et donner les moyens à des militants de gauche de détruire les États-nations, d'imposer un nouvel ordre mondial, et quelque part, les moyens, il les a, et il arrose, il se donne les moyens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en veulent tant à Elon Musk, aussi, parce que Elon Musk, c'est un anti-Soros. Il a autant de sous que lui, mais lui, il met son combat, il met sa fortune au service d'autre chose. Et c'est un des rares milliardaires, Elon Musk, qui est là-dessus. Bon, on sait que si on parle des milliardaires, si on parle des réseaux sociaux, on sait par exemple que le patron de Facebook a avoué que pendant la période du Covid, il avait eu des pressions de la part du FBI et de la part du gouvernement américain pour interdire de parole les gens qui remettaient en cause le discours officiel de Fauci, et plus largement pour bannir des réseaux sociaux tous ceux qui sont contre l'islamisation de leur pays, ceux qui sont contre l'invasion migratoire, ceux qui pensent mal sur la Russie, ceux qui ne pensent pas que Poutine est un salopard, un fou qui va mourir bientôt et que Zelensky est un héros. Bon, tous ceux qui ne pensent pas bien sont à bannir de tous les réseaux sociaux, et Soros, c'est disons, est l'homme le plus visible, mais il y en a plein d'autres avec lui. Donc c'est à combattre par tous les moyens. Simplement, je voudrais rebondir très rapidement sur l'histoire de l'extrême droite. Je pense que personnellement, il faut penser à ce que disait Staline. Staline disait « accusez votre adversaire d'être un fasciste, et pendant qu'il cherchera à se disculper, il n'exposera pas ses arguments. » Donc je pense qu'il faut laisser faire, laisser pisser. Et donc, les gens qui vous accusent d'extrême droite, à la limite, vous dites une seule phrase, vous leur dites que vous allez être balayé par l'histoire, parce que votre logiciel est totalement dépassé. Il faut remettre votre logiciel à zéro. Voilà une phrase toute simple que vous pouvez dire, et ça permet de faire taire pas mal de mecs. Les problèmes d'intégration sont dus à la religion, non pas à la race. À la religion musulmane. La religion musulmane.
c'est un de mes sujets. Bah, si vous me branchez sur l'islam, là c'est... Bon, non, on fera pas 4 heures. Hein. C'est évident qu'il faut toujours se rappeler cette interview extraordinaire d'Hassan II par Anne Sinclair en 1986. Hassan II, qui était par ailleurs un grand ami de la France. Hassan II a fait taire, a médusé Anne Sinclair. En gros, Anne Sinclair veut l'embarquer sur les Français sont méchants, les Français sont racistes, les Français n'aiment pas les musulmans et les Français les empêchent de s'intégrer. En gros, c'est le discours, hein, victimaire et tout. Et Hassan II est très clair. Hassan II dit: vous avez mes musulmans en France, n'essayez surtout pas de les intégrer. N'essayez surtout pas de les assimiler. Vous feriez une double erreur. Vous en ferez des mauvais Français et vous en ferez des mauvais musulmans. Et Anne Sinclair et Baba, elle s'attend à tout sauf à ça, mais je tiendrai les propos qu'a tenu Hassan II, je pense que je vivrai peut-être mon 23e procès. Non, mais la réalité, c'est ça. Et pourtant, Hassan II a tout dit. Un bon musulman ne doit être sur une terre qui n'est pas musulmane qu'avec un objectif: transformer cette terre en terre d'islam. C'est son objectif. Et ceux qui refusent l'assimilation, ceux qui imposent l'analysation, hein, je vais aller sur le terrain d'Alain, tout ça, souvent les médias nous disent mais c'est pas des vrais musulmans, c'est des mauvais musulmans, les vrais musulmans ils sont patriotes, les vrais musulmans ils sont laïcs et tout. C'est pas vrai. Ce sont des bons musulmans. Ce sont des bons musulmans, ils font ce que les textes sacrés leur demandent de faire. Les vrais coupables sont les traîtres qui les font venir par millions. Les vrais coupables sont ceux qui, après les attentats de 2015, où nous avons quand même vu, qui n'était que la continuité d'autres attentats, nous avons quand même vu dans des délais très brefs, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, qui sont les plus spectaculaires, mais un ensemble d'autres. Il y a 2 millions de musulmans en plus en France depuis 2015. Vous savez, en ce moment, vous êtes à 500 000 par jour. Si je vous dis 2 millions, je pense que je ne me trompe pas beaucoup. Les vrais coupables, les vrais salopards, c'est des gens comme Mélenchon, qui aujourd'hui a renié tout ce qu'il était auparavant, a renié tout son discours laïque, a renié tout son discours républicain, et qui vous dit simplement une chose: laissez tomber tout, les campagnes, les batailles sociales, tout ça c'est de la merde, ça sert à rien. La seule chose qui nous intéresse, c'est les quartiers et c'est le vote musulman. Je veux dire, les vrais coupables, les vrais traîtres, c'est ceux-là. Les musulmans, il faut les combattre naturellement parce que, en bons musulmans, bah, ils veulent transformer notre pays en France islamique. Hein. Je veux dire, et ils jouent sur la loi du nombre. Hein. Toujours se rappeler, je finirai là-dessus, cette phrase de Youssouf Al-Qaradawi. Youssouf Al-Qaradawi, dans un dialogue interreligieux avec les catholiques au Vatican, parce qu'il y a des catholiques assez bêtes pour penser que le dialogue interreligieux va atténuer les tensions et va faire que les musulmans vont les respecter. Youssouf Al-Qaradawi disait nous sommes venus 2 fois en Europe, nous avons essayé de conquérir l'Europe 2 fois par la guerre. Nous avons perdu à Poitiers, nous avons perdu la bataille historique, la bataille maritime de Lépante, et nous avons perdu à Vienne, nous venons de fêter l'anniversaire de la bataille de Vienne. Et Youssouf Al-Qaradawi disait, nous savons tirer les leçons de l'histoire, nous ne mènerons plus de bataille militaire. Et il disait, grâce à votre démocratie, nous vous envahirons, grâce à nos principes coraniques et au ventre de nos femmes, nous vous vaincrons. Youssouf Qaradawi a tout dit. Oui, il a tout dit, tout à fait. Bravo. Bon, ben, on peut vraiment se lever et applaudir Pierre Cassand, qui a eu la gentillesse de nous accorder ce bon moment.